Today, we have a situation where coming out of the neoliberal period, unipolar. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation qui a émergé des périodes néolibérales et unipolaires. Pendant ces périodes, les États-Unis et l'Union européenne ont essentiellement suivi le même chemin et les mêmes prescriptions. Même le programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, aux Nations Unies était d'accord. Ils ont tous promu cet agenda néolibéral, affirmant qu'il conduirait à un développement industriel, agricole et global significatif. Cependant, cela ne s'est pas produit dans de nombreux endroits. En fait, cela a conduit à des crises dans de nombreuses parties du Sud global. Cela a commencé par l'Amérique centrale et du Sud, en particulier le Mexique, et la soi-disant crise de la dette des années 1980. Ces événements ont donné à ces organisations et aux États du Nord l'occasion de pousser davantage leur programme néolibéral. Mais maintenant, je crois qu'il y a une ouverture avec l'émergence des BRICS et le développement d'un monde multipolaire. Revenant à votre question initiale, je pense que c'est un changement significatif. Cela pourrait être déraillé, mais je ne pense pas que cela se produira sans une lutte sérieuse. Je crois qu'il y a de bonnes chances que le système multipolaire l'emporte. And I think there is a good chance that the multipolar system might prevail. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies. Aujourd'hui, je suis accompagné de Haider Hakan, professeur d'économie internationale et de développement à l'université de Denver. Le professeur Khan est né à Dhaka, qui était alors le Pakistan oriental. Aujourd'hui, c'est connu sous le nom du Bangladesh. Il est ensuite devenu universitaire et conseiller en politique. Il a été conseiller international en chef pour le commerce arabe et le développement humain au Caire. Il a également été conseiller économique principal du secrétaire général de la CNUSED à Genève. Il a travaillé avec plusieurs gouvernements et organisations internationales. Il a publié 25 livres et plus de 200 articles dans des revues professionnelles. En plus de cela, il est également poète et critique d'art. Haider Khan, merci beaucoup de m'accompagner. Merci, je suis content d'être ici. Donc, vous êtes un économiste du développement. D'après mon expérience, en général, il y a deux types d'économistes du développement. Le premier type est similaire aux néo-conservateurs qui soutiennent fortement la libéralisation dans les pays en développement. Ils iraient jusqu'à vendre leur grand-mère pour cela. Le deuxième type est davantage inspiré par des idéologies de gauche ou marxistes, comme Vijay Prashad ou Amartya Sen. Serait-il exact de dire que vous appartenez à ce deuxième groupe? Yes, actually, I'm an avid student of Professor Sen. Oui, en fait, je suis un étudiant dévoué du professeur Sen. J'ai passé beaucoup de temps avec lui en ligne. J'ai même réalisé une interview avec lui, que vous pouvez trouver en ligne. Il est sans aucun doute l'un de mes mentors. Ensuite, il y a Eric Torbeck. Il était un étudiant de Jean Kinbergen. Kinbergen était, je crois, le premier lauréat du prix Nobel des Pays-Bas. C'était un économiste très humaniste et socialiste. Il était également un penseur social de type social-démocrate. J'ai également été influencé par Gunnar Myrdal. C'était un grand économiste politique suédois et lauréat du prix Nobel. Donc, je crois avoir lu et compris l'autre côté aussi. Je suis bien informé sur leurs perspectives. Je parle en fonction de ce que je sais d'eux. Par conséquent, je crois pouvoir être impartial. What I know of them as well. So I think I can be fair. Okay, and then because we would like to talk today, especially about developing. D'accord. Nous aimerions discuter, en particulier, des pays en développement et de leur situation économique actuelle. Nous pourrions aborder le Pakistan plus tard, mais pour l'instant, commençons par votre parcours personnel. Vous êtes né et avez grandi à Dhaka, et maintenant vous êtes à Denver. Pourriez-vous partager votre parcours dans le monde universitaire? Can you tell me, like, what was your path to academics? It's a long journey, but I can make it short. Le voyage est long, mais je peux le résumer. J'étais étudiant en sciences physiques en grandissant, mais j'avais aussi des intérêts pour la littérature et la musique. Mon enfance et mon adolescence étaient plutôt bonnes. Cependant, lorsque j'ai atteint la 4e ou la 5e année, il y avait déjà un mécontentement significatif dans ce qui était alors le Pakistan oriental. Les étudiants étaient particulièrement actifs dans leur révolte contre la dictature militaire. Certains étaient très courageux. En fait, j'ai écrit un livre en anglais qui a été publié l'année dernière. Dans celui-ci, j'ai décrit comment mon intérêt pour la société et les sciences sociales a rapidement grandi.
C'était à l'époque où le mouvement pour l'autonomie du Pakistan oriental, ainsi que d'autres parties de ce qui était alors connu sous le nom de Pakistan occidental, prenait de la force. Ce mouvement était dirigé par des politiciens dissidents et des étudiants. Cependant, il s'est également combiné avec des mouvements et des revendications de justice sociale de la part des travailleurs et des paysans. Ces groupes étaient, et sont encore dans une large mesure, horriblement exploités. Je regrette de le dire. For social justice by workers and by peasants who are horribly exploited and still are to a large extent, I'm sorry to say. But that was Mais c'était une période d'éveil pour des gens comme moi. Cela m'a lancé sur la voie de la réflexion sérieuse sur la société. Après la guerre de libération au Bangladesh, j'ai réalisé que différents types d'inégalités étaient à la racine de ces problèmes. Ces inégalités commençaient par des inégalités économiques, mais ne s'arrêtaient pas là. J'ai donc décidé d'étudier l'économie en plus de la physique et des mathématiques, que j'ai toujours aimé et que j'aime toujours. J'ai également étudié la musique et la littérature. J'ai eu l'opportunité de venir aux États-Unis grâce à un programme appelé le Forum mondial de la jeunesse. And I studied music and literature too. And I had this opportunity to come to the US through a program called World Youth Forum. I met many young... J'ai rencontré de nombreux jeunes hommes et femmes de différents pays. Beaucoup d'entre eux étaient très progressistes et le sont toujours, en particulier ceux du Sud global et de l'Europe. Cela inclut mon ami allemand, Akin Lariche, et mon ami italien, Claudio Trevis, qui vient de prendre sa retraite de son parcours dans le mouvement syndical. Ce fut une expérience transformative pour moi et je crois, pour nous tous. Cela m'a inspiré à étudier l'économie de manière plus sérieuse. Plus tard, lorsque j'ai fréquenté l'école supérieure à Cornell, j'ai rencontré Eric Torbeck, dont j'ai déjà mentionné le nom. J'ai également rencontré d'autres penseurs progressistes là-bas. Eric Torbeck, of course, whose name I have mentioned, but I also met other progressive thinkers. And we had to organize, however, our own study groups to study. Nous avons dû organiser nos propres groupes d'études pour étudier l'économie dissidente. Je crois que cela nous a poussés vers une pensée plus indépendante et une auto-organisation. J'ai également été impliqué dans le mouvement étudiant et ouvrier aux États-Unis lorsque j'étais encore étudiant. Plus tard, Sam a rejoint Cornell en tant que professeur invité. Ce fut ma première rencontre en personne avec lui. J'avais déjà lu une grande partie de son travail avant cela. J'ai essayé de réfléchir de manière productive et critique à son travail. Nous avons eu de longues discussions sur divers sujets. Ces discussions se poursuivent encore aujourd'hui. Long discussions on everything, and that continues till today. So, and if we now talk about the big picture of development and the world. Discutons maintenant du contexte plus large du développement et de la politique mondiale. Je comprends que tu étudies non seulement la géopolitique mais aussi la géoéconomie, n'est-ce pas? Cela fait partie de ton travail. En regardant les changements de l'année passée, nous avons vu la guerre russo-ukrainienne. Nous avons également constaté des progrès significatifs au sein des nations des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai. Il y a eu une tentative de s'éloigner du dollar dans de nombreux pays non occidentaux. Comment interprètes-tu ces événements actuels? Les considères-tu comme un bond significatif ou simplement comme une autre étape mineure vers un monde multipolaire? Quelle est ta perspective? Another small step towards a multipolar world. How do you see things? Okay, no, that's a very deep and complex question, or a set of questions. They are all connected, of course. C'est une question très profonde et complexe, ou plutôt, un ensemble de questions. Elles sont toutes interconnectées. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à penser de manière plus large était la guerre au Bangladesh, ou plutôt à l'époque connue sous le nom du Pakistan oriental. C'était la guerre de libération, comme nous l'appelons. Je pense que les problèmes économiques et sociaux, ainsi que ce que nous pourrions appeler des problèmes culturels, sont également liés. Ces problèmes culturels incluent la langue, la religion et d'autres aspects. Si nous prenons un niveau suffisamment large, nous pouvons voir que nous devons comprendre la géopolitique et la géoéconomie. We can see that we have to understand geopolitics and geoeconomics. Geopolitics in a critical sense, not... La géopolitique est cruciale, mais pas dans le sens des individus bâtissant des empires comme Alfred Mackinder et les Allemands qui considéraient la géopolitique d'un point de vue impérialiste au début du XXe siècle. Il est indéniable que votre emplacement géographique joue un rôle.
Cependant, la géographie elle-même est politiquement définie. Ce n'est pas seulement une caractéristique sur une carte. Il y a une histoire de formation des nations. Étant originaire d'Allemagne, vous comprendriez cela mieux que la plupart des gens. Le processus de construction de la nation allemande en est un bon exemple. Le débat entre les partisans de Klein Dutch et de Gross Dutch fait partie de ce processus. L'unification de l'Italie a une histoire similaire, mais les détails sont bien sûr importants. But details, of course, are important. So, given that we have the ideology and politics of modern nation state and state. Étant donné que nous avons l'idéologie et la politique de l'État-nation moderne et de la construction de l'État, qui ne sont pas innocentes tant sur le plan interne qu'externe, nous devons reconnaître que ces sociétés sont motivées par la classe sociale. Il y a une volonté de la classe dirigeante d'être dominante, ou du moins d'être suffisamment sécurisée contre les empiétements d'autres pays. Cela conduit essentiellement à une perspective particulière sur le développement économique. Cette perspective tend de plus en plus à répondre aux besoins de la construction de l'État et aux besoins des classes dirigeantes elles-mêmes. Ces besoins varient. Certaines classes dirigeantes sont plus ambitieuses que d'autres. Mais toute l'histoire de l'Europe moderne, et de l'Occident ou du Nord moderne, comme on pourrait préférer l'appeler, y compris l'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis, montre que la rivalité entre grandes puissances devient un fait de la vie. Canada and US certainly. We see that great power rivalry becomes a fact of life. Le concept est bien plus complexe que la catégorisation de Mackinder. Nous devons envisager la géopolitique d'une perspective plus large, même en tenant compte de ses aspects historiques nuancés. Nous devons également comprendre qui en a historiquement bénéficié et qui en bénéficie actuellement. Il y a eu de nombreux poètes anti-guerre, dont beaucoup sont très respectés. Reich, par exemple, a un poème bien connu dans lequel il parle d'un général se vantant de ses chars et de son armée. Cependant, le citoyen se demande si tout peut être accompli uniquement grâce à la machinerie. Il se demande si les humains vont toujours obéir et suivre les ordres. Cette attitude de questionnement est cruciale. Elle indique également la présence d'un esprit de rébellion. Nous pouvons discuter de la géoéconomie après cela. Spirit of revolt also exists there. And we can come to geoeconomics perhaps after this. Yes, I just want to interject that we are witnessing a moment. Oui, je tiens simplement à ajouter que nous vivons une époque où la politique internationale semble refléter l'art. Il y avait un célèbre chanteur allemand dans les années 1990 qui chantait 99 Luftballons, une chanson sur la guerre nucléaire. De manière intéressante, nous avons observé une situation similaire aux États-Unis en février avec la folie des ballons. Il est fascinant de voir comment les artistes peuvent parfois prévoir l'avenir. Je pensais que c'était juste une chanson, mais cela s'est avéré être une prédiction. Maintenant, si nous appliquons cela à notre monde actuel, comme en 2023, comment voyez-vous l'évolution du domaine de l'économie du développement? Et comment voyez-vous l'équilibre des pouvoirs actuels se déplacer? Je suis particulièrement intéressé par la géoéconomie dont vous avez parlé plus tôt. Take the geoeconomics that you want to talk about. Okay, yeah, excellent. Yeah, life indeed sometimes imitates art. D'accord? Oui, excellent. En effet, la vie imite parfois l'art. La géoéconomie examine souvent l'économie d'un point de vue politique. On pourrait même dire qu'elle le fait d'un point de vue géopolitique. Je soutiendrai que cela s'applique à la fois en interne et en externe. Souvent, les gens voient la géoéconomie uniquement à travers une lentille réaliste. C'est un bon point de départ car nous devons reconnaître qu'il y a une structure. Certaines personnes la qualifient d'anarchie, mais c'est plus complexe que simplement une pure anarchie. Il y a une structure dans les relations internationales où, comme le souligne Inersheimer, l'entraide est souvent nécessaire. Cependant, ce n'est pas toute l'image. Il y a aussi des politiques et des économies internes. Le développement économique, comme je l'ai suggéré précédemment, est souvent motivé par ce qu'on appelle les intérêts nationaux. Ceux-ci sont définis par des débats internes qui prennent en compte des facteurs externes. Quite often is driven by those national, so-called national interests defined by internal debates, taking external factors into account. Un exemple est Franz Liszt d'Allemagne. Il est venu aux États-Unis, a appris le protectionnisme, puis est retourné en Allemagne. Il était essentiellement un nationaliste allemand. En fait, il a introduit le terme « économie nationale » dans le vocabulaire économique. Donc, d'une certaine manière, je le considérerais comme l'un des pionniers de la géoéconomie.
Nous pouvons voir à la fois la structure économique et les différentes parties de l'économie qui sont interconnectées. À mesure que l'économie devient plus productive, ou selon les termes marxistes, à mesure que les forces productives se développent et que l'innovation se produit, les liens entre les différentes parties de l'économie deviennent encore plus étroits. Marx, comme il le souligne célèbrement dans son manifeste communiste, qu'il a coécrit avec Engels, affirme que cette société bourgeoise brise toutes les barrières. Cela signifie qu'il est impossible de rester isolé de l'économie mondiale. This bourgeois society breaks down all the Chinese walls, right? And you can no longer be isolated from the world economy. And there again, the game for dominance. Encore une fois, la lutte pour la domination devient significative. Cette lutte est influencée à la fois par des facteurs externes et internes. Cependant, nous devons regarder au-delà de cela. Ma perspective est souvent qualifiée de réalisme défensif ou de réalisme néoclassique. Je crois que nous devons aller au-delà de ce point de vue car nous avons une vision différente. Cette vision est centrée sur les personnes, l'économie, l'avenir et la politique. Je qualifie ma perspective de réalisme trans-néoclassique critique. Le réalisme est présent et nous devons le reconnaître. Cependant, ce n'est pas notre commentaire final ni notre destination. Si nous valorisons la paix, nous devons envisager un monde qui transcende ce type de compétition. If we value peace, we have to think about a world which is beyond this kind of rivalry. So, I mean, when we look at how the economy Ainsi, lorsque nous examinons l'économie au cours des 30 dernières années, nous constatons que les États-Unis ont vivement préconisé l'ouverture des marchés pour toutes les nations en développement. Ils ont appelé à une libéralisation absolue, sans restrictions commerciales, sans tarifs et sans barrières. Cependant, cette approche a conduit à l'exploitation totale des richesses minérales naturelles dans tous les pays qui ont suivi cet appel. Parallèlement, le développement des industries locales a été réprimé. Il n'y a eu aucun développement du tout. Il existe des livres bien connus qui discutent de la manière dont les États-Unis et l'Occident se sont développés précisément parce qu'ils ont protégé leurs industries clés. Si vous examinez les cas de réussite en Asie du Sud-Est, tels que Singapour, vous verrez qu'ils ont protégé leurs industries primaires et ont connu une croissance remarquable. C'est pourquoi la mondialisation est souvent perçue comme un terme flatteur pour l'exploitation des nations en développement. Ces nations sont souvent attendues, voire même interdites par des institutions telles que le FMI et la Banque mondiale, de mettre en place des tarifs douaniers. Maintenant, les mêmes pays occidentaux, y compris les États-Unis, commencent à imposer de sévères barrières tarifaires, des sanctions, et ainsi de suite. C'est essentiellement l'inverse de leur approche précédente. Cependant, ils justifient maintenant cela sous prétexte de sécurité nationale. Nous assistons à une inversion de la doctrine précédente. Comment cela peut-il être compris? Ou comment peut-on donner un sens à ce changement significatif? It's really fascinating. If we look at it historically again, starting in 1790 when C'est vraiment fascinant. Si nous le regardons historiquement, à partir de 1790, Alexander Hamilton a rédigé son célèbre rapport sur les fabricants. Il soutenait que les États-Unis devraient être une économie protectionniste. Comme je l'ai mentionné, la France a en fait appris cette stratégie des Américains de l'époque. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient en effet un pays très protectionniste. Cependant, il y a eu un changement de mentalité en faveur du libre-échange, considéré comme bénéfique pour les États-Unis. Il y avait aussi des théories suggérant que cela profiterait à tout le monde, et ces théories sont devenues très utiles. J'adore ça. L'un de mes mentors en Amérique était un éminent universitaire nommé le professeur Warren Hickman. and Professor Hickman both served in the Second World War in actually Eisenhower's headquarters. And then he went to study in Geneva, that famous school of Le professeur Hickman a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, plus précisément au quartier général d'Eisenhower. Après la guerre, il est allé étudier à la célèbre école des études internationales de Genève. Sa thèse a été supervisée par Wilhelm Röpke, un conservateur et libéral classique bien connu, ou comme il préfère être appelé, un défenseur du libre-échange. La thèse de Hickman portait sur la façon dont la politique intérieure des États-Unis penchait de plus en plus en faveur du libre-échange, ce qui s'est finalement avéré bénéfique pour les États-Unis. On pourrait soutenir que pendant cette période, cela a également profité à l'Europe, entre autres endroits. Le basculement du pouvoir mondial de l'Empire britannique vers les États-Unis peut être retracé jusqu'à la crise du canal de Suez en 1956.
I think US basically had the rhetoric of helping others and set up agencies like USAID. Je crois que les États-Unis avaient principalement la rhétorique d'aider les autres et ont créé des agences comme l'USAID. Cependant, leurs intérêts étaient largement dictés par les impératifs de la guerre froide et la compétition contre l'URSS. Comme le souligne Mearsheimer avec précision, il y avait en réalité deux ordres distincts à cette époque. Ces ordres n'étaient pas internationaux, l'un était dirigé par les États-Unis et l'autre par les pays du pacte de Varsovie, qui étaient sous l'influence de l'URSS. Ces deux ordres étaient sans aucun doute rivaux. L'ensemble de l'histoire de la guerre froide est bien sûr plus complexe. Il y a également eu des cas de coopération forcée lorsque les deux camps ont réalisé que la destruction mutuelle par une guerre nucléaire était une possibilité réelle. Mais pour l'instant, nous pouvons mettre cela de côté et nous concentrer sur l'aspect économique. Alors, discutons de ce qui s'est réellement passé. At most, you could have light industrial development. But still, as people like Raoul Prebisch and others who were Au maximum, un développement industriel léger pourrait être possible. Cependant, comme l'ont souligné des personnes telles que Raoul Prebisch et d'autres qui ont joué un rôle clé dans la fondation de la CNUSED à Genève, le commerce lui-même était inégal. J'ai travaillé à Genève pendant un certain temps. Ils ont souligné que nous avons besoin du bon type de commerce en provenance du Sud, et non de ce qu'on appelle l'aide. Dans mes propres travaux, j'ai montré comment l'aide conduit à la dépendance. Bien sûr, je ne suis pas le seul à croire cela. Une grande partie de l'aide est mal allouée et très peu d'entre elles produit réellement les résultats que les pays dits en développement veulent et ont réellement besoin. Donc, je pense qu'il est exact de dire que l'aide est le type de division internationale du travail qui a été développé, même pendant la prétendue période dorée du capitalisme d'après-guerre, jusqu'au milieu des années 70, ont essentiellement créé une dépendance. Post-war capitalism, up until say mid-70s, basically created dependency, and that Latin American critical thinkers, to their credit, Les penseurs critiques latino-américains, à leur crédit, l'ont remarqué assez tôt. Ils ont formé une école de pensée basée sur la dépendance. Ensuite, les théoriciens des systèmes mondiaux, comme Emmanuel Wallerstein et d'autres, ont développé une approche plus historique et globale. Cette approche est connue sous le nom de théorie des systèmes mondiaux. Dans ma propre réflexion, j'ai essentiellement suivi ces tendances. J'essaie de les rendre plus spécifiques. Étant donné que je viens d'un milieu de la physique et des mathématiques, j'essaie également de rendre les choses plus précises lorsque cela est possible. Parfois, je les formalise même. Cependant, je ne pense pas que cela soit une nécessité. Ce dont nous avons besoin, c'est de comprendre clairement les dynamiques politiques et économiques. I don't think that is a necessity. We need to understand the political economic dynamics clearly. Alors, avec vos connaissances, pouvez-vous expliquer ce qui s'est mal passé? Quelles étaient les erreurs principales qui ont empêché des pays comme le Bangladesh de se développer plus rapidement? Par exemple, nous avons un modèle extrêmement réussi, le modèle chinois, n'est-ce pas? Les Chinois ont réussi à sortir de la pauvreté entre 300 et 400 millions de personnes en l'espace de 30 ans. Plus que ça, c'est probablement 600 millions ou même plus. Plus d'un demi-milliard. C'est sans doute le succès de développement le plus fantastique de l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Cependant, d'autres nations n'ont pas atteint cela. Si l'on considère des pays comme le Bangladesh ou une grande partie de l'Afrique subsaharienne, ils ne sont plus les mêmes qu'auparavant. Mais en comparaison avec ce que la Chine a accompli, leur progression a été beaucoup plus lente. Pouvez-vous me dire ce qui aurait dû être fait différemment dans les années 60, 70, 80 et 90? Ou ce qui aurait dû se passer différemment? Je ne suggère pas que ces pays manquaient d'initiative. Ils étaient confrontés à de nombreux problèmes politiques et étaient encore sous l'influence de leurs anciens colonisateurs. Mais qu'est-ce qui aurait dû se produire pour rendre possible le modèle de développement chinois? Indeed, excellent question. I wish we had more time to discuss this at length, but briefly. En effet, c'est une excellente question. J'aurais aimé avoir plus de temps pour approfondir cela, mais commençons par un bref aperçu. Nous pouvons commencer par la célèbre observation de Marx dans son œuvre, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Il suggère que les êtres humains créent l'histoire, et je paraphrase ici, mais pas de la manière qu'ils préfèrent, car ils doivent le faire dans certaines circonstances. Il y a donc un sens de l'agence, mais loin d'être parfait. Maintenant, passons à la Première Guerre mondiale. À cette époque, des mouvements avaient déjà commencé, à commencer par le mouvement des chartistes en Angleterre, le premier pays capitaliste industrialisé.
Ces mouvements se sont ensuite étendus à d'autres pays européens. Les mouvements anticoloniaux ont également une histoire. Cependant, les partis socialistes en Europe ont vraiment déçu les travailleurs. Really betrayed the cause of the working people. And the revolution that took place in what became Soviet Union. La révolution qui a eu lieu dans ce qui est devenu plus tard l'Union soviétique avait de grandes promesses. Cependant, en raison de divers facteurs que nous n'avons pas le temps de discuter ici, elle a abouti au stalinisme, pour lui donner une étiquette. Ce n'était pas un système démocratique. Bien qu'il offrait une certaine sécurité pour le peuple, il a finalement conduit à un système économique ingérable, même sans tenir compte des problèmes politiques. Lorsque la Chine a connu sa révolution, elle a été plus durable, plus basée sur les paysans pauvres et plus égalitaire. Malgré cela, la Chine a également connu des difficultés. Elle a connu plusieurs mouvements d'extrême gauche, dont le soi-disant grand bond en avant, qui a entraîné une famine. Several, I think, ultra-left kind of moves, including the so-called Great Leap Forward, which ended up in a famine. And then during cultural revolution, Pendant la révolution culturelle, il y avait certains aspects positifs. Il cherchait à émuler le modèle de la Commune de Paris et à devenir plus démocratique. Cependant, cela a finalement dégénéré en disputes factionnelles, tant au niveau supérieur qu'inférieur. Deng Xiaoping, un individu pragmatique, a décidé que la Chine devait mettre un terme à ces disputes et se moderniser. Je pense qu'il avait au moins raison à moitié dans cette décision. La Chine a tiré parti de la division internationale du travail en abandonnant le concept d'exportation de la révolution, s'il l'a jamais réellement adopté. Pendant un certain temps, une partie du parti soutenait effectivement cela. Ils ont pragmatiquement recentré leur attention sur l'exportation de biens et l'acquisition de technologies étrangères autant que possible. Cependant, il est indéniable qu'avec l'augmentation du PIB par habitant et de la productivité, la Chine a également été contrainte d'exploiter davantage sa propre paysannerie et sa main-d'œuvre. As well as productivity, China also was forced to exploit more its own peasantry and its own workers. Certaines des institutions socialistes en développement en Chine ont dû être sacrifiées, ou du moins les dirigeants ont cru qu'elles devaient l'être. Ce changement est devenu extrême à partir de 1995. En conséquence, la Chine est devenue très inégalitaire. Malgré des réalisations indéniables dans des domaines tels que la réduction de la pauvreté, la Chine lutte également contre les problèmes de réduction des inégalités. Elle est également confrontée à des défis en matière de politiques environnementales et de gestion des relations extérieures. Cependant, je crois qu'il existe encore un segment progressiste au sein de la société chinoise et du parti chinois. Ils ont de nombreux problèmes, mais ils doivent résoudre ces problèmes eux-mêmes. Avant tout, ce dont la Chine a le plus besoin en ce moment, c'est la paix. They have to sort it out themselves. What China needs more than anything else right now is peace. And let's talk about Bangladesh. You wrote a... Discutons du Bangladesh. Vous avez rédigé un article sur la position du pays dans les années 1970 en tant que membre du mouvement des non-alignés. Comment cela s'est-il passé? Quelles sont les leçons à retenir et pensez-vous que le Bangladesh pourrait envisager à nouveau la non-alignement aujourd'hui? Je voudrais me concentrer sur un paragraphe spécifique que vous avez écrit. Je vais le lire depuis votre conclusion. Vous avez écrit « En promouvant la paix et la non-alignement pour établir une voie de développement équitable pour le Sud global, Bangabandhu a proposé une méthode pour que le monde post-colonial progresse. Cela impliquait une utilisation optimale de leurs ressources naturelles et humaines. Cette stratégie reste la meilleure approche pour un développement authentique. Pourriez-vous développer cela et expliquer sa pertinence aujourd'hui? Could you explain this and where you see that today? Sure. Well, actually, of course, the non-aligned movement started in a way in Europe. Bien sûr. Eh bien, en réalité, le mouvement des non-alignés a commencé en Europe avec la Yougoslavie, sous Tito. Il s'est ensuite déplacé en Inde et en Indonésie. La Chine l'a également trouvé attrayant. La vision de Bandung a récemment été discutée en détail par Vijay Prashad. C'est un historien compétent et vous pouvez le consulter pour plus d'informations. Sur le plan économique, trouver le bon équilibre entre le marché et l'État a historiquement été un défi. Il est difficile de déterminer quelle partie devrait être planifiée et quelle partie devrait être laissée aux initiatives des personnes. Cependant, je crois que l'idée suivie par l'équipe chinoise est fondamentalement solide.
Il croit que les secteurs stratégiques de l'économie devraient être sous le contrôle de la gouvernance populaire. Cela signifie que les multinationales étrangères, les puissances étrangères ou les grandes entreprises privées nationales ne devraient pas avoir le contrôle. Big business, big private business domestically, that is quite sound. But I think China has shown us both USSR and China, former USSR China, they showed. Je crois que la Chine et l'ancienne URSS ont démontré qu'une économie dirigée de manière centralisée n'est pas une méthode pratique pour développer une société moderne et productive. Ce type d'économie devrait non seulement produire des équipements militaires, mais aussi répondre aux besoins du peuple. Par conséquent, je pense que nous avons besoin d'un mélange de modèles économiques. Aujourd'hui, nous disposons d'un meilleur modèle disponible. Cependant, des pays comme le Bangladesh rencontrent des problèmes. Le régime que j'ai mentionné, en place approximativement de 1972 à 1975, avait un grand potentiel. Malheureusement, il a été sapé par un mélange de facteurs internes et externes. Cela a conduit à l'assassinat brutal de l'une des figures clés et fondatrices du Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, ainsi que de la plupart de sa famille. One of the leading lights and one of the founders of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, and almost his entire family. His eldest daughter is now the prime minister. Sa fille aînée, Sheikh Hasina, est maintenant Premier ministre. Elle et sa sœur ont survécu car elles étaient à l'étranger à ce moment-là. Plus précisément, elles étaient en Allemagne avec le mari de Sheikh Hasina, qui était physicien. Elles étaient dans la ville allemande de Karlsruhe. Si elles n'avaient pas été à l'étranger, elles auraient également été tuées. Depuis lors, il y a eu un virage vers une politique néolibérale de droite. Cela a eu des répercussions sur le pays sur le plan social et économique. Ce changement a conduit à un développement désorganisé, notamment en matière d'infrastructures. La propriété privée a également été acceptée sans question. Une partie importante de la richesse du pays, déjà limitée, a été envoyée à l'étranger. Cette richesse reste à l'étranger jusqu'à ce jour. Ainsi, le Bangladesh fait face à des défis depuis 1975. Wealth of the country, which is poor to begin with, went abroad, and they still are abroad. So I think Bangladesh had been struggling since. De nombreuses erreurs se sont produites même au cours des 3 années que j'ai décrites. Je les ai soulignées dans mon article, de manière objective. Cependant, je crois que dans l'ensemble, les choses allaient dans la bonne direction. Depuis lors, même avec la réintroduction de la démocratie parlementaire, que je considère comme un développement positif, ce n'est pas une solution miracle. Après tout, la démocratie parlementaire est un type de démocratie. Beaucoup dépend des parlementaires. Qui représentent-ils dans la société? Quels intérêts servent-ils? Comment ces intérêts sont-ils pris en compte? J'ai écrit abondamment sur ces sujets ailleurs, tout comme d'autres. Si j'ai réussi à voir un peu plus loin, c'est seulement parce que je me tiens métaphoriquement sur les épaules de géants. Par conséquent, je ne pourrai jamais vraiment rembourser ma dette envers eux. So my debt to them cannot be really ever repaid. I think today we have a situation where. Je crois que nous sommes actuellement dans une situation où, après les périodes néolibérales et unipolaires, les États-Unis et l'Union européenne ont essentiellement suivi le même chemin et les mêmes prescriptions. C'était également le cas du PNUD aux Nations Unies. Ils ont tous promu cet agenda néolibéral, affirmant qu'il conduirait à un développement industriel, agricole et global significatif. Cependant, cela ne s'est pas produit dans de nombreux endroits. En fait, cela a conduit à des crises dans de nombreuses parties du Sud global, en commençant par l'Amérique centrale et du Sud, et le Mexique. Cela a commencé avec la soi-disant crise de la dette des années 1980, qui a permis à ces organisations et aux États du Nord de pousser davantage leur programme néolibéral. Mais maintenant, je crois qu'il y a une opportunité avec ces économies émergentes, le monde multipolaire qui se développe. Pour revenir à votre question initiale, je crois que c'est un changement majeur. The multipolar world that is developing, and to go back to your original question, I think it is a major shift. It could be derailed, but La situation pourrait être perturbée, mais je ne crois pas qu'elle s'effondrera sans une lutte significative. Je pense également qu'il y a une forte possibilité que le système multipolaire puisse réussir. Cependant, si les États-Unis provoquent une guerre avec la Chine, leur préférence réelle serait d'inciter à une guerre entre la Chine et les pays d'Asie de l'Est. Cela est évident dans le réarmement du Japon. Vous avez souligné avec précision les contradictions entre l'article 9 du Japon et la nouvelle stratégie de sécurité. Cette stratégie peut être interprétée de différentes manières,
d'une position agressive à une position plus axée sur la défense. En fin de compte, la politique à l'intérieur des pays, au niveau régional et entre les États-Unis, l'Europe et d'autres régions du monde dictera la direction que des pays comme le Japon prendront. Il y aura toujours des individus qui pourront interpréter les documents selon leurs opinions. Then there will always be people who can interpret the documents accordingly. But so do you think that in a more multipolar world, Alors, croyez-vous qu'un monde plus multipolaire favorisera davantage le libre-échange ou le protectionnisme? Ou cette distinction est-elle incorrecte? Prenons à nouveau en considération le Bangladesh. Dans un monde véritablement multipolaire où l'Inde, la Chine, la Russie, les États-Unis et peut-être le Japon sont les principales puissances commerciales, le Bangladesh pourra-t-il évoluer au-delà d'être simplement l'atelier de confection du monde et développer d'autres industries? Ou cela deviendra-t-il plus compliqué car les autres pays pourraient dire « Tu ne vas pas faire ça, tu ne fais que des t-shirts ». because all the others will say like you're not going to do that, you just make t-shirts. I think the latter, of course, is preferable, where you have overall. Je crois que ce dernier est préférable, là où il y a une compréhension globale de l'économie. Cela signifie ne pas se limiter uniquement aux cultures agricoles, ou pire encore, aux cultures commerciales. Dans l'industrie, il ne s'agit pas seulement de vêtements ou d'une industrie légère de fabrication. Cependant, je pense que les petits pays sont toujours désavantagés. C'est parce qu'ils partent d'une base très petite et en raison du colonialisme et de l'oppression de classe, ils ont souvent une économie mal structurée ou déséquilibrée. Il n'y a pas d'équilibre entre les différents secteurs. En revenant au sujet du commerce, je crois qu'un certain degré d'ouverture est bénéfique, tant que cela n'est pas trop déséquilibré. Coming back to the trade question, I think openness to some extent, of course, is welcome if it is not too asymmetric. Chaque pays développé, peut-être à l'exception de l'Angleterre, a eu des restrictions. Même l'Angleterre avait des restrictions sur la fabrication de la laine. Elle a également emprunté des technologies aux Pays-Bas et encouragé les travailleurs qualifiés néerlandais à migrer en Angleterre. Une fois en Angleterre, ils n'étaient pas autorisés à migrer ailleurs. Cela était dû à l'ouverture du monde, qui nécessite une certaine forme de protection pour les industries naissantes pendant une certaine période. Cependant, nous devons également prendre en compte l'avantage comparatif dynamique, car nous ne pouvons pas permettre à l'industrie naissante d'être toujours en tête. Elle doit grandir. Les expériences des Premières Nations industrialisées, comme celles d'Europe et d'Asie, sont pertinentes ici. Par exemple, les trajectoires de développement du Japon, de la Corée, de Taïwan et plus récemment de la Chine sont particulièrement pertinentes. As well as early German experience, but in Asia, maybe East Asian experience is more relevant. The way Japan developed, the way. Les exceptions sont les cités-États comme Hong Kong et Singapour. Cependant, même dans ces endroits, ils fournissent des logements sociaux pour les personnes à faible revenu et d'autres installations. Celles-ci comprennent des installations de soins de santé et ce que nous pourrions appeler un salaire social. Ce sont des facteurs que nous devons également prendre en compte. Les êtres humains ne peuvent pas être productifs s'ils n'ont pas une bonne santé ou accès à des installations d'éducation et de formation de qualité. Donc, je crois que nous devons garder tous ces facteurs à l'esprit. Le professeur Amartya Sen a introduit le célèbre concept de capacité. Cette idée peut être retracée jusqu'à Adam Smith dans la tradition occidentale. Elle peut même être retracée jusqu'à Aristote et son concept de daimonia, qui est l'épanouissement humain. Ce concept nécessite certaines conditions matérielles ainsi que des conditions spirituelles et politiques, comme nous le savons. Some material preconditions as well as spiritual and political preconditions, as we know. Maybe toward the end of Peut-être vers la fin de notre entretien, permettez-moi de vous poser des questions sur le Pakistan. Je crois que le Pakistan traverse une crise sans précédent. Il est au bord d'une guerre civile. Comment envisagez-vous l'évolution de la situation pour ce pays en Asie du Sud? Pakistan was a problematic country right from the beginning, and that was shown when East Pakistan. Le Pakistan a été un pays difficile depuis sa création. Cela a été évident lorsque l'Est du Pakistan a ressenti le besoin de se séparer du Pakistan. Cependant, même dans son état actuel, le Pakistan abrite de nombreux groupes ethniques et linguistiques diversifiés. Ces groupes sont principalement dominés par des hommes d'affaires fortunés qui collaborent avec l'armée, en particulier les hauts gradés. Deux régions du Pakistan,
le Baloutchistan et la province de la frontière du Nord-Ouest, NWFP, ont constamment ressenti une oppression et un traitement injuste. Ces zones ont été les épicentres de nombreuses activités dissidentes, y compris des rébellions occasionnelles. Il semble qu'une tactique employée par les classes dirigeantes pour maintenir l'unité au Pakistan soit d'inculquer la peur de l'Inde. People from ruling classes have used to keep Pakistan together is the fear of India and religiosity. La religiosité et l'utilisation de la religion comme idéologie étaient également répandues au Pakistan oriental. Cependant, dans les années 1960, cette approche est devenue moins efficace jusqu'à ce qu'elle ne soit plus viable. Quant au Pakistan occidental, je suis incertain et ne peux pas prédire avec confiance ce qui pourrait se passer. Actuellement, l'opposition principale à l'armée est dirigée par l'ancien joueur de cricket, Imran Khan. Il semble être une personne très décente à bien des égards. En tant qu'enthousiaste de cricket, je suis certainement fan d'Imran Khan. Il tente d'utiliser une version de l'islam qui semble, d'après mes études limitées, être une forme plus progressiste et axée sur la justice de l'islam. Cette forme d'islam a des précédents historiques. Which did exist actually in the history of Islam. But it went out of the window even in the early history of Islam as soon as Islam actually became. Cependant, ce concept a été abandonné tôt dans l'histoire de l'islam, dès que l'islam est devenu l'idéologie d'un empire, vers 680 après Jésus-Christ. Lorsque Bagdad a été détruite par les Mongols en 1258, le centre du pouvoir s'est déplacé vers ce qui est maintenant connu sous le nom de Turquie. Initialement, il s'agissait de l'empire des Turcs seldjoukides, suivi de l'empire ottoman. L'histoire étendue de l'islam ne me donne pas beaucoup d'espoir qu'il puisse évoluer vers un système politique régional démocratique, ou du moins associatif, qui semblait avoir existé par le passé. Cependant, ce système existait dans un type de formation sociale très différent historiquement. Par conséquent, je crois que le Pakistan devra faire face à de nombreux défis politiques et autres, malheureusement. Il pourrait même y avoir une augmentation de la violence à l'avenir. Historically. So I think Pakistan will face a lot of political and other types of crises, unfortunately. Dans un avenir proche, je souhaite du bien à ces personnes. Je peux parler certaines de leur langue. Il y a beaucoup de personnes formidables et progressistes au Pakistan. Elles ont toujours été là. Dans mon dernier livre, j'ai consacré un chapitre à ces individus progressistes de ce qui est maintenant connu sous le nom du Pakistan. J'espère qu'ils pourront former un mouvement politique et une coalition. Cela pourrait conduire à une formation sociale plus juste. Je ne crois pas que la création de plus de pays résoudra le problème. Ce n'est pas une solution magique. C'est souvent un signe de désespoir. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Je discute de cela dans mon article sur le Bangladesh, que vous avez mentionné. J'ai également écrit d'autres articles qui traitent de problèmes spécifiques. Cela inclut la question de la pauvreté et de l'inégalité. Other more specific papers dealing with specific issues, including issue of poverty and inequality. But first of all, Pakistan really needs to have a civilian. Tout d'abord, le Pakistan a un besoin urgent d'un gouvernement civil responsable. Sans cela, même si vous fournissez une aide financière ou favorisez le commerce, cela pourrait contribuer à la croissance du PIB. Cela pourrait potentiellement augmenter le PIB, bien que modestement. Cependant, les avantages de cette croissance ne se répercuteront guère au-delà des échelons supérieurs de la société. Ce groupe déplace essentiellement la richesse du Pakistan vers des endroits plus sûrs à l'étranger. Chaque fois qu'ils rencontrent des problèmes, ils ont tendance à fuir. À cet égard, ils sont mondialisés et connectés à l'international. Par conséquent, je pense que le Pakistan a besoin d'un gouvernement responsable. And they are, in that sense, they are globalized. They are internationally connected. So I think Pakistan needs an accountable government. It doesn't have. La situation n'a pas besoin d'être parfaite, mais elle doit être responsable envers le peuple. Il doit également y avoir des dirigeants qui possèdent un sens des responsabilités envers le pays, le peuple et un certain degré de justice. À la suite de cela, il est important de noter que le Pakistan compte de nombreux économistes excellents. Un grand nombre d'entre eux sont en réalité basés à l'étranger. Certains ont reçu leur éducation dans les mêmes institutions que des personnes comme moi. Ils ont une multitude de bonnes idées, y compris des suggestions sur les types d'exportation à encourager, comment améliorer la balance commerciale et les paiements, et comment poursuivre une voie de développement plus équilibrée.
Par conséquent, le Pakistan ne manque certainement pas de capacités intellectuelles à ce niveau. Je crois qu'il a besoin d'un certain degré de volonté politique. brain power at that level. I think what it needs is some modicum of political will. Okay, and now D'accord. Maintenant, vers la fin, vous avez mentionné que vous aimeriez conclure l'interview avec une sonate. Plus précisément, une sonate anti-guerre. Alors, Aïda, pourriez-vous s'il vous plaît jouer votre sonate pour nous? to give us your sonata. No, thank you. Thank you. You remember. Merci, merci. Tu te souviens de tout. D'accord. Merci beaucoup. Oui, j'ai réellement écrit ce poème pendant une vraie guerre. Donc, ce n'est pas un exercice de poésie abstraite ou d'expressionnisme abstrait. D'accord. Expressionism. Okay, it's Quand l'avez-vous écrit? Pouvez-vous fournir quelques informations supplémentaires? I wrote The it during Bangladesh. the Gulf War, Ah. an invasion of Iraq. J'ai écrit ceci pendant la guerre du Golfe, qui était une invasion de l'Irak et de l'Afghanistan. Malheureusement, sa pertinence demeure aujourd'hui. Quand je lis ce poème, je ne peux m'empêcher de penser à la guerre tragique qui se déroule actuellement en Ukraine. Le poème est structuré comme une sonate, avec 3 parties. La première partie est une invitation à participer à la guerre. Elle décrit le visage de l'autre comme à moitié caché et à moitié révélé, semblable à la lune dans la brume. Le côté sombre est toujours invisible. Enfin, elle invoque la bête qui est en chacun de nous. Dans la deuxième partie, les créateurs de la guerre sont décrits comme construisant des monuments à partir de paysages brûlés. Leur guerre est dépeinte comme la mort, exprimée en phrases finement brodées. La violence du soleil déclinant disperse des crânes et des squelettes, projetant des fantasmes macabres sur un paysage défiguré. La danse euphorique de la mort masque l'urgence d'une transgression que la raison ne peut plus contenir. Leurs yeux ne peuvent pas voir l'abîme sombre. Il n'y a pas de lune ce soir, seulement des rêves désolés et un nocturne irréel. La troisième et dernière partie commence par une saisie des racines et des voix qui s'éveillent. Elle dévoile la dissimulation des mots et des gestes de déni. La guerre est décrite comme la pornographie ultime du corps et de l'esprit. Tant de choses doivent être exposées, juste pour que nous puissions à nouveau parler dans nos propres langues, juste pour que nous puissions à nouveau faire face au soleil sans violence, juste pour qu'un seul oiseau puisse à nouveau chanter sur une branche enneigée. Merci. Once again on one snow-covered branch. Thank you. Thank you very much. I will have to think about this one. I'm not. Merci beaucoup. J'ai besoin de réfléchir à cela. Je ne suis pas quelqu'un qui peut facilement comprendre les poèmes, mais je suis certain que beaucoup de gens peuvent s'y identifier. Ma question perpétuelle est pourquoi nous nous engageons dans des guerres. Elle semble si irrationnelle. Je me demande souvent, si nous, les humains, sommes laissés seuls, nous nous sentons rapidement seuls. Cependant, dès que nous sommes placés dans un groupe plus large, nous commençons à nous quereller. Et si les groupes deviennent très grands, nous déclenchons des guerres. Pourtant, en fin de compte, personne ne veut être seul. Alors, comment donner un sens à tout cela? Comment interprétez-vous cela? Je continuerai à me poser des questions et j'espère vous reposer la question dans un avenir proche. Haïdar, merci beaucoup pour votre temps. Haïdar, thank you very much for taking the time Well, today. you're most welcome. I think this is the kind of togetherness that we need to move toward. De rien. Je crois que c'est le genre d'unité que nous devons rechercher. Comme le suggère Jürgen Habermas, un philosophe allemand, nous avons besoin d'une communication ouverte et impartiale. Nous devrions également viser une véritable fraternité humaine. Cette idée est magnifiquement exprimée dans le célèbre poème de Schiller, que Beethoven a immortalisé davantage. Je pense qu'il est crucial pour nous de garder ces messages à l'esprit. I think those messages are very important for us to remember. Nous en discuterons à nouveau. Merci beaucoup, Haïdar. Thank you very Merci beaucoup.